Le 1er septembre 1939, les troupes allemandes envahissent brutalement la Pologne et remportent une victoire foudroyante. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. 20 ans plus tôt, leurs aînés avaient déjà occupé le pays, mais avaient dû le quitter en vaincus. En novembre 1918, 4 ans après le début de la Première Guerre mondiale, l'empereur Guillaume II est contraint d'abdiquer face à l'implacable offensive des troupes françaises, britanniques et américaines. Le peuple allemand est à bout de privations. La révolte gronde. L'Allemagne capitule avant d'avoir eu la guerre sur son territoire. Les militaires pourront ensuite rejeter la responsabilité de la défaite sur les traîtres politiques de l'intérieur, selon la sombre thèse du coup de poignard dans le dos. Mais ce 11 novembre 1918, à 11h, la 11e heure du 11e jour du 11e mois, la terrible Première Guerre mondiale prend fin. Un mois plus tard, le président des États-Unis, Wilson, arrive en France pour la conférence de paix avec les promesses pacifiques de son programme des 14 points. Les responsables politiques du monde entier sont représentés, sauf les vaincus. Le 28 juin 1919, le traité de Versailles annonce la création de la Société des Nations pour résoudre les conflits entre les pays par la négociation et fixer les conditions de la paix. La carte de l'Europe est redessinée. L'Empire austro-hongrois est dissous. 2 nouvelles nations sont créées. L'Autriche, la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie. L'Allemagne perd 15% de son territoire, toutes ses colonies et 10% de sa population. C'est une véritable bombe à retardement. D'importantes minorités allemandes sont dispersées dans les pays nouvellement indépendants, comme les Sudètes en Tchécoslovaquie. Il est interdit à l'Allemagne d'annexer l'Autriche. Pour limiter son pouvoir militaire, l'Allemagne est presque totalement démilitarisée. Le peuple allemand déchiré subit alors une ultime humiliation. Il doit verser la somme colossale de 132 milliards de marks or à la France et à la Grande-Bretagne en réparation aux dommages de guerre. Lorsque Wilson rentra aux États-Unis, son rêve de nouvel ordre mondial s'effondra. Le Congrès américain, qui ne voulait pas risquer de s'engager dans une autre guerre en Europe, refusa de rejoindre la SDN. Les États-Unis se replièrent dans leur isolationnisme. L'Allemagne était vraiment devenue une nation bien différente. Elle était toujours le plus grand pays d'Europe, mais c'était désormais une démocratie avec des institutions républicaines. La République de Weimar, née dans les cendres de la défaite, fut associée à l'humiliation du traité de Versailles et affronta très vite de graves difficultés. Elle dut d'abord surmonter les troubles politiques fomentés par les révolutionnaires communistes et les nationalistes d'extrême droite. En 1923, le pays, incapable de payer les réparations de guerre, plongea dans l'hyperinflation et une crise économique sans précédent qui toucha de plein fouet la population. La misère et la rancœur fournirent un terrain fertile à une nouvelle génération d'hommes politiques, parmi lesquels Adolf Hitler. Hitler était d'origine autrichienne. Engagé volontaire dans la Première Guerre mondiale, il combattit vaillamment et fut décoré de la Croix de fer. De retour en Allemagne, il s'installa à Munich. Ses talents de propagande et son charisme lui permirent de prendre rapidement le contrôle d'un groupuscule d'extrême droite qu'il fit grandir et transforme en Parti national-socialiste, le Parti nazi. En novembre 1923, Hitler et ses hommes de main tentèrent un coup d'État qui échoua, le putsch de Munich. Hitler fut condamné à 9 mois de prison. C'est là qu'il écrit Mein Kampf, Mon combat, son manifeste politique antisémite où il expose son idéologie et son programme.
Il accuse les Juifs d'être responsables de tous les maux de l'Allemagne, appelle à reconstruire la puissance du pays et à regagner l'espace vital par la conquête de nouveaux territoires à l'Est. Après sa libération, il s'attela à organiser les nazis sous la forme d'un parti politique discipliné. Son objectif désormais est de conquérir le pouvoir en utilisant le système démocratique. Mais pendant les 5 années qui suivirent, l'Allemagne de Weimar prospéra. Le soutien aux partis extrémistes, de droite comme de gauche, s'affaiblit. Puis, brusquement, l'occasion se présenta pour Hitler. En octobre 1929, le krach boursier de New York déclenche une crise économique sans précédent. Le monde entier plonge dans la Grande Dépression. En Allemagne, le nombre de chômeurs dépassa la barre des 6 millions. Pour les populations désemparées, seuls les discours des hommes politiques extrémistes semblaient offrir des solutions. Des hommes politiques comme Hitler. En 1931, le parti nazi est déjà un véritable mouvement de masse, avec une armée de voyous en chemise brune, les sections d'assaut USA, et une propagande bien organisée. Les nazis remportèrent les élections de 1932, devenant le premier groupe politique au Parlement allemand, le Reichstag. Mais Hitler refusa de composer une alliance et paralysa l'activité du Parlement. Pour sortir de l'impasse, le président Hindenburg finit par être contraint de nommer Hitler chancelier, chef du gouvernement, le 30 janvier 1933. En février, l'incendie du Reichstag permit à Hitler d'exiger des pouvoirs d'exception, d'éliminer tous ses opposants politiques et de commencer la mise au pas du pays. La démocratie était morte. À la mort du président Hindenburg, en août 1934, Hitler s'autoproclama président et chef au pouvoir absolu de l'Allemagne, le Führer, le guide. Une fois la dictature bien établie avec son système de répression, le Führer consacra les 3 années suivantes à la reconstruction de l'économie allemande. Pour résorber le chômage et moderniser le pays, il dépensa des millions dans les travaux publics, notamment la construction d'un réseau d'autoroutes long de 8000 km. Mais Hitler dépensa aussi sans compter pour mettre en œuvre secrètement un gigantesque programme de réarmement. Le traité de Versailles limitait l'armée allemande à 100 000 hommes et lui interdisait les chars, l'artillerie et l'aviation militaire. La taille de cette petite armée fut d'abord multipliée par 3, puis en 1935, Hitler se révéla au grand jour. Il dévoila sa nouvelle armée de l'air, la Luftwaffe, qui comptait 2500 avions, bien davantage que la Grande-Bretagne ou que la France. Le chômage diminua considérablement et les nazis, aidés par la propagande, devinrent extrêmement populaires. Fort de ce soutien, le Führer réalisa ses premiers mouvements expansionnistes. En 1935, il réoccupa la Sarre, à la frontière française, après qu'il eut voté pour quitter la Société des Nations et être à nouveau rattaché à l'Allemagne. Un an plus tard, il envoya l'armée allemande en Rhénanie, région de l'Allemagne démilitarisée par les clauses du traité de Versailles. Ni la Grande-Bretagne ni la France ne s'y opposèrent par la force, et une partie des opinions publiques pensait qu'Hitler exigeait simplement ce qui revenait de droit à l'Allemagne. Lorsque Berlin accueillit les Jeux Olympiques en 1936, les nazis affichèrent l'image d'un régime ferme mais juste, souhaitant rendre sa fierté à son peuple et ne craignant personne. Il y avait pourtant déjà des signes annonciateurs. Les persécutions antisémites commencèrent en 1933, avant même les lois de Nuremberg de 1935 qui interdirent aux Juifs d'épouser des Allemands aryens et les privèrent de leur citoyenneté. Pour autant, les premières menaces à planer sur la paix ne vinrent pas d'Hitler, mais d'autres parties du monde. Au début du XXe siècle, le Japon était déjà une puissance militaire.
Il avait conduit la Russie à la défaite en 1905 et s'était battu aux côtés des Alliés lors de la Première Guerre mondiale. Dans le Pacifique, il s'était emparé du port de commerce allemand de Tsingtao en Chine, ainsi que de plusieurs îles. Après la guerre, le Japon était une puissance mondiale reconnue, ayant rejoint la Société des Nations. Pourtant, politiquement, c'était un tissu de contradictions. Le pays se déclarait démocratique, mais la tradition féodale y restait encore très forte. La plupart des Japonais vénéraient leur empereur comme un dieu vivant et le considéraient comme un véritable guide. Le pays faisait face à des problèmes économiques cruciaux. Sa population explosait. Et il ne disposait pas des ressources naturelles suffisantes pour répondre à la croissance rapide de ses industries. Ses dirigeants pensèrent trouver les solutions en Chine, en Mandchourie plus précisément. La Mandchourie était un pays couvert de champs de céréales et très bien pourvu en charbon et en minerais. C'était une cible idéale et les troupes japonaises y étaient déjà stationnées. Les autres cibles potentielles étaient des colonies sous contrôle européen. La Birmanie, la Malaisie et Hong Kong par la Grande-Bretagne, l'Indochine par la France et l'Indonésie par les Hollandais. Mais à ce stade, le Japon devait avancer avec prudence, car il ne voulait pas provoquer l'autre grande puissance du Pacifique, les États-Unis. En dépit de tous leurs slogans anti-impérialistes, les États-Unis déployaient en réalité et de manière non officielle un empire dans le Pacifique. L'archipel des Philippines, Guam et plusieurs autres îles étaient sous leur contrôle direct. Ils disposaient clairement de la puissance suffisante pour s'emparer du Japon, mais depuis la fin de la Première Guerre mondiale, le pays était affairé à d'autres occupations. L'Amérique du jazz battait son plein. Au cours des années 20, le pays se consacra à l'exploitation de ses immenses ressources. Le potentiel économique semblait illimité et la croissance infinie. Des fortunes colossales se constituèrent dans les domaines de l'industrie et de la finance. L'Amérique semblait se perdre elle-même dans cette quête incessante de plaisir. Et tout occupé à cela, le pays considérait comme bien lointains les problèmes économiques du Japon et ses ambitions dans le Pacifique. Après la Première Guerre mondiale, l'Amérique avait considérablement réduit son armée et signé avec la Grande-Bretagne, la France et le Japon un traité naval de réduction des marines nationales. Ceci conféra de fait une supériorité navale au Japon dans le Pacifique. Puis vint la Grande Dépression. Le désastre économique toucha de plein fouet l'ensemble du pays. Un quart de la population perdit son emploi. Des dizaines de milliers de personnes se retrouvèrent à la rue, réduits à survivre dans les bidonvilles. L'Amérique, qui vivait dans les plaisirs, découvrit la souffrance. Le moment opportun était venu pour les Japonais. En 1931, sans même en informer leur propre gouvernement, les forces militaires japonaises basées en Mandchourie s'emparèrent de Mukden, la capitale, puis envahirent le reste du territoire. Un État fantoche fut créé, le Manchukuo, et un homme de paille placé à sa tête. Le dernier empereur de Chine, Puyi, qui avait été destitué en 1911, fut sorti de sa retraite.